c'est la fanfare invisible. Merci beaucoup à la fanfare invisible. Et ensuite... Ensuite, à propos d'invisible, je voulais remercier toutes les petites mains pour leur travail invisible, parce que vous savez, quand vous avez une réunion qui est blindée comme ça, c'est qu'en amont du moment où vous venez, il y a un tas de personnes qui ont organisé ça, qui ont réservé la salle. Là, ça s'est fait grâce au SNJ CGT. Merci au SNJ CGT aussi. Qui ont fait circuler le truc sur les réseaux sociaux et tout ça, donc vous pouvez aussi applaudir et remercier tout ce travail des petites mains invisibles. Voilà. Ensuite, donc d'abord, moi je suis plus tellement habitué à m'exprimer devant une assemblée qui est aussi remplie. Je vais en intro énoncer simplement pourquoi on est là. Alors, quand Frédéric m'a contacté avec Loïc, avec des copains syndicalistes et puis tout ça, et qui ont dit, bon bah faudrait se revoir pour voir quelque chose, je me suis dit, non, j'ai trop de boulot, ça va. Et puis, est-ce que c'est le rôle d'un député d'organiser des AG? Et puis en plus, j'étais en plein crétinisme parlementaire où j'essayais de se remplacer, y compris par des ou dans des textes de loi, bon, enfin, qu'importe. Et puis, on s'est dit, ça part de la phrase de Roosevelt qui disait, au moment de la Grande Dépression, il faut essayer quelque chose. Le peuple ne nous en voudra pas d'échouer, mais il nous en voudra de ne pas essayer. Alors, ce soir, j'espère qu'on va passer un bon moment, mais il ne s'agit pas que de parler. Nous sommes là pour essayer quelque chose. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va essayer? On va en discuter dans un deuxième temps. On n'arrive pas les mains vides, on a bossé en amont, et notre proposition, on l'a faite d'abord à l'extérieur, et elle a été très largement approuvée, enfin, à 98% d'après les statistiques. La première heure, ça va être un témoignage avec les luttes qui sont en cours, évidemment. Maintenant, je vais vous dire la principale conviction qui m'anime dans le moment présent. On va entendre les lutteurs, on va entendre les engagés, on va entendre les cheminots, évidemment, les facs également, les hôpitaux, les EHPAD, les caissières. Mais, attention, pour moi, tout ça ne forme que des îlots. Même ensemble, ça ne fait pas un archipel. Donc de mon point de vue, évidemment, il faut appeler à la convergence des luttes, mais cette convergence des luttes est une condition nécessaire, mais insuffisante. Il y a mieux, pour moi, il y a moins visible, mais plus souterrain, mais combien plus massif et combien plus explosif. C'est une vaste aspiration à autre chose. À quoi? On ne sait pas encore, mais autre chose. Autre chose que cet économisme étroit, autre chose que ce fonctionnalisme qui contrôle, qui manage, qui évalue sans cesse. Par exemple, pour les étudiants, que dès leur jeunesse, on doit les trier, les sélectionner, les rendre productifs au plus vite, les ranger dans une case, sans autoriser aux existences un temps d'incertitude et d'errance. Et de même pour le salarié, qui doit s'adapter toujours plus aux besoins de l'entreprise et non l'inverse, l'entreprise qui s'adapte à ses besoins. Pendant les vacances de Noël, j'ai pas mal lu sur le burn-out parce que j'avais une proposition sur la question, et j'ai notamment lu un bouquin qui s'appelle Global Burn-out, dans lequel Pascal Chabot, qui est philosophe, écrivait cette phrase: à chaque époque, l'humanisme doit modifier ses combats. Une tâche lui est aujourd'hui assignée: remettre les logiques économiques et techniques à leur place secondaire, afin qu'elles continuent à servir des finalités plus intéressantes, plus métaphysiques et plus tendres. Voilà notre tâche. Attendez, je vais pas terminer. Hier, j'interrogeais la ministre des Transports là-dessus. Je faisais remarquer que dans le texte de loi sur la SNCF, il y avait 84 fois le mot concurrence, mais 0 fois climat, 0 fois réchauffement, 0 fois biodiversité. Et je l'interrogeais sur ce projet de société. Qu'est-ce qu'il y avait? Un dogme nous était asséné, mais pour quelle finalité? Pour quel bonheur commun? Pour quel avenir ensemble? Au-delà de ce dogme, je lui demandais, au-delà de cette concurrence de tous contre tous, quelle finalité plus douce, plus tendre, plus humaine le gouvernement poursuivait? La ministre m'a répondu avec sa fiche, en technocrate, à coup d'immobilisme, d'usagers pris en otage et d'ouverture à la concurrence. Mais sans rien sur ces finalités plus douces, plus tendres et plus humaines. Et ça, je pense que c'est un truc que les gens sentent massivement, c'est-à-dire ce vide d'espérance. Notre destin commun réduit à la technique. Et je suis convaincu que nous sommes des milliers, des millions à l'éprouver. Pas seulement que nous sommes prisonniers dans nos vies, mais aussi dans nos esprits. Que le ciel bas et lourd de la politique pèse sur nous comme un couvercle. Si nous sommes là ce soir, c'est pour soulever ce couvercle. Pas seulement pour lutter contre les contre-réformes de Macron,
La liste est longue, elle est trop longue et je ne vais pas la faire maintenant. Pas seulement pour lutter contre les profits du CAC 40 et dividendes des actionnaires, la quête éternelle de profit, moi je suis convaincu que l'explosif, c'est le désir d'autre chose. Le désir d'un autre chose joyeux, et c'est ça qui, à mon avis, peut faire sauter le couvercle. Je voulais vous dire ça simplement, nous avons le droit d'espérer. Donc je récapitule, il va y avoir une série d'intervenants. Frédéric va conclure les interventions. Ensuite, il y aura un nouveau passage de la fanfare invisible. Ouais, je vais y arriver. Ensuite, on mettra en débat, je présenterai notre initiative et on en discutera ensemble. Ok? Ça vous va comme ça? Merci à vous. Bon, donc moi je vais faire le passage de micro. Donc vous êtes de Tolbiac, c'est ça? Ok, de la commune libre de Tolbiac, c'est un programme. Coucou, nous on est étudiants à Tolbiac. Depuis maintenant presque 2 semaines et jusqu'à l'abrogation de la loi contre la sélection, jusqu'à un monde meilleur. Donc nous, on va vous exposer un peu nos revendications, ce qui se passe maintenant à Tolbiac, etc. Donc, je vais commencer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le plan étudiant, vous savez que c'est pluri, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors nous, on est contre la sélection, tout simplement parce que on sait très bien que la sélection, ça va creuser les inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités géographiques qui existent déjà aujourd'hui, qui existent déjà beaucoup trop. On n'est pas pour qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Vous savez très bien que ceux qui ont des bonnes notes au lycée, au collège, c'est ceux qui ont eu la chance d'aller dans des lycées un peu mieux, qui ont eu des profs personnels à la maison, qui ont pu avoir des parents qui leur foutaient des coups de pied au cul pour aller travailler. On ne veut pas la pression sur les étudiants dès le collège pour savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Enfin, c'est pas possible. On veut vivre au lycée, au collège, on ne peut pas être sélectionné. Enfin, donc voilà. C'est un peu du cœur. C'est un basculement d'un système anglo-saxon. C'est le début d'un truc qui va être catastrophique pour nos universités à la française. C'est des frais de scolarité qui vont augmenter à donf de 4 000 à 8 000 euros par an. On sait très bien, c'est ce qui a eu lieu au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a 20 ans, c'était quasi gratuit la fac. Aujourd'hui, c'est 10 000 euros par an en moyenne. C'est pas possible. Qui va payer 50 000 euros pour avoir le droit d'étudier? Pour avoir le droit d'étudier. Donc évidemment, nous, on est contre cette réforme. C'est aussi la fin d'un diplôme à valeur nationale. C'est avec la remise en cause de choses comme la compensation, comme les rattrapages. C'est la remise en cause de des actions qui vont se faire dans les facs, avec des dérives par faculté. Ça ne va plus être à l'échelon national. Ça va se faire en soum-soum, avec des petits directeurs comme ça qui vont décider de tout ce qui va se passer. Donc voilà. Donc nous, on va maintenant vous dire ce qu'on fait, nous, concrètement, à Tolbiac, pour lutter contre ça. Alors en fait, depuis janvier à peu près, on commence à se mobiliser contre la loi Vidal. Et ce qui se passe depuis le 22 mars, c'est assez étonnant, puisqu'on a bloqué une nouvelle fois l'université contre vents et marées, et bizarrement, ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que depuis le 22 mars, il n'y a pas eu un seul cours officiel de TD, ni presque aucun amphi sur le lieu, et on s'est réapproprié les lieux. On a proposé nos propres, sans fermer la fac pour autant, c'est-à-dire que l'université est ouverte à tous et on propose des cours alternatifs, on propose des ateliers, des débats, etc. Et malgré les difficultés à s'organiser, malgré l'hostilité de l'administration qui prend de plus en plus d'ampleur, on arrive à s'organiser, il y a de plus en plus de monde qui vient. Et lundi, c'est-à-dire avant-hier, nous étions en assemblée générale 1500, on a pété tous les records et on a voté le
blocage illimité jusqu'au retrait de la loi. Tout ça prend quand même pas mal de sens et prend quand même pas mal d'ampleur. Donc maintenant, on a deux objectifs, c'est de tenir et de mobiliser chaque jour de plus en plus d'étudiants, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous voir, qui commencent à se politiser, à se mobiliser pour faire entendre notre voix et tout en ayant conscience de s'inscrire dans un mouvement plus large. Comme M. Ruffin il l'a dit tout à l'heure, la convergence des luttes, on la pense, on la dit chaque jour, parce qu'on sait qu'on est ensemble contre le gouvernement, on est ensemble, et c'est ensemble qu'on va descendre dans la rue, on est ensemble parce que c'est la même logique, celle qui veut détruire l'université, celle qui veut détruire nos hôpitaux, celle qui veut détruire les services publics ferroviaires. Donc nous aujourd'hui, on vit la convergence des luttes, et on est là aujourd'hui pour vous faire un appel à double sens. Je pense qu'on vous appelle tous à venir sur Tolbiac, à venir les EHPAD, les cheminots, tout le monde. Venez, je fais un peu notre pub, mais sur Facebook, la page Paris 1 mobilisée contre Macron et la sélection. Venez nous proposer des ateliers, venez nous proposer des conférences. Je suis sûre qu'il y a ici des gens qui veulent s'exprimer devant des étudiants, devant la jeunesse, devant les citoyens de demain et d'aujourd'hui. Nous aussi, on est une base à mobiliser pour chacun d'entre vous. On est une base à mobiliser pour les cheminots, on est une base à mobiliser pour les EHPAD. C'est ensemble qu'on va descendre dans la rue pour un monde meilleur. Bientôt, et on va les avoir, on va les avoir. Vous pouvez tirer de l'espoir de nous et de nous. Ça fait du bien de prendre une leçon de militantisme et de convergence des luttes. Merci aux étudiants. Moi, je m'appelle Bruno, je suis cheminot inquiet, cheminot déterminé, cheminot en colère surtout. Parce qu'avec mon camarade Béranger, moi je suis à Sudra et Béranger est à la CGT, on subit depuis 2 mois une attaque sans précédent contre nos métiers, contre notre entreprise et contre le service public ferroviaire. Alors on a beau nous avoir mis en exergue sur notre statut, évidemment, c'est pas pour ça qu'on se bat, on se bat vraiment pour un service public ferroviaire de qualité, qui ne serait pas soumis ni à rentabilité ni à compétitivité, mais vraiment une qualité de service qui serait même gratuite, comme doivent l'être les hôpitaux, l'éducation. Donc nous on se bat pour ça, on a commencé un mouvement hier, on a dû vous gêner dans nos transports, mais on a réussi à faire des taux de grévistes assez extraordinaires aujourd'hui. On arrive encore à être sur une plateforme unitaire ensemble avec des collègues, donc pour nous c'est une vraie victoire ça aussi. On a mis notre mouvement en pause ce soir pour mieux repartir dimanche. On avait dit que les assemblées générales étaient souveraines, elles ont décidé toutes quasiment de mettre une pause aujourd'hui. Parce qu'on attend un petit peu, on attend des signes aussi de ce gouvernement qui est fermé au dialogue depuis déjà un mois. On nous explique qu'ils font des négociations, c'est même pas des concertations. Le point d'entrée d'Edouard Philippe il y a un mois et son point de sortie la semaine dernière, c'est la même chose. Donc ils nous écoutent pas, ils nous entendent pas. Demain on est réinvité au ministère, on va voir s'ils ont des choses à proposer. On est plus que dubitatif. Et nous on va continuer cette lutte. On va surtout l'accentuer parce qu'ils veulent passer en force le 17 avril, ils veulent faire un vote le 17 avril. Il nous reste 10 jours devant nous pour agréger aussi tous les mécontentements, comme l'a dit ces charmants étudiants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lycées, les universités, les EHPAD, nous à la SNCF, on a 4 EHPAD. Et là, ces 4 EHPAD vont être vendus et le personnel des EHPAD va être transféré obligatoirement. Et moi, j'ai un collègue, il est réunionnais, et ça lui rappelle sa grand-mère qui, à cause du code nègre, avait été vendue comme esclave et qu'elle a été recyclée peu de temps après. Et donc, quand la direction de la SNCF lui parle de ça, lui, il a dit c'est le code noir. C'est le code noir des esclaves aux Antilles et à la Réunion. Et là, donc nous, on ne veut pas de ça, parce que nous, on veut nous faire la même chose. Plus tard, avec l'ouverture à la concurrence, nous, on va refuser ça, on va se battre. Mais on a besoin de vous. On a besoin d'agréger tous les mécontentements et on sait qu'ils sont nombreux. Aujourd'hui, on vous voit là, j'ai vu les gens dehors et c'est impressionnant. Et donc nous,
on espérait à un moment donné arriver à faire une vraie convergence, alors sur une date, sur quelque chose de concret, rapidement, parce que nous on a un vrai besoin aussi, parce que le 17 avril ça arrive vite, on a quelques semaines devant nous pour réellement se battre et les mettre en défaite, donc nous on compte sur vous, on sait que vous allez nous aider, parce que déjà vous nous aidez, une collecte s'est fait par exemple depuis 10 jours, il y a 200 000 € qui ont été donnés, c'est incroyable. Nous, on vient vous dire qu'on ne va rien lâcher parce qu'on sait. On sait très bien que s'il arrive à nous taper dessus, s'il arrive à gagner contre nous, ça voudra dire que l'année prochaine, et ensuite toutes les réformes, dont la retraite, elles vont passer comme sur du velours, et on ne pourra plus jamais se résister. Donc nous, aujourd'hui, on sait que nous, on va tenir pour vous tous. On va tenir pour nous, mais surtout pour vous. Sur la gare de Lyon, délégué CGT, et je peux vous dire que de voir ce monde ce soir, ça fait vraiment chaud au cœur, parce que voilà, à quelques jours de rentrer dans le dur du conflit, les médias se sont déchaînés contre les cheminots en nous traitant de nantis, de privilégiés. Il y a eu énormément de mépris de la part du gouvernement, mais aussi du président de la SNCF, qui a un rôle déterminant dans ce qui est en train de se passer dans l'entreprise. Ça fait quand même quelques années qu'il est à la tête de celle-ci, et quelques années qu'elle ne fait que dépérir, parce que la réalité, elle est là. C'est vrai, aujourd'hui, il faut une réforme. Il faut une réforme de la SNCF, mais sûrement pas celle qui est proposée par le gouvernement. On le voit, tout le monde subit de plus en plus de retard, subissent des trains supprimés, subissent des gares fermées, des guichets fermés. Ça devient de plus en plus galère pour acheter un billet de train. On est quand même dans des gares, il y a plus de centres commerciaux. C'est plus simple d'acheter une tablette de chocolat ou un rouleau de PQ que d'acheter un billet de train. C'est quand même incroyable. Nous, notre vision, en tout cas d'un service comme la SNCF et de plein d'autres, c'est une vision de service public. C'est-à-dire que c'est les impôts de monsieur et madame tout le monde qui ont payé le réseau, qui ont payé les trains, qui ont payé les salariés, et donc il appartient à tout le monde. Il ne doit surtout pas finir dans les mains du privé. Le service public n'a pas vocation à faire de la rentabilité. C'est ça la vraie notion du service public, c'est d'être accessible à tous, de pouvoir profiter à tous, et sûrement pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour engraisser les actionnaires. Alors je ne vais pas revenir sur toute cette réforme parce qu'il faudrait des heures et puis on n'a pas non plus que ça à faire. On a plein de choses à se dire, mais quand même quelques points importants. D'une part, la question de la dette. Parce que souvent, on en parle, souvent on explique que c'est un problème, mais sauf qu'il n'y a personne qui est capable de prendre ses responsabilités. Cette dette, c'est une responsabilité de l'État. C'est l'État qui a fait des choix politiques d'investir notamment dans les réseaux à grande vitesse, et donc c'est à l'État d'assumer cette dette et d'en prendre la responsabilité. Il faut savoir que chaque année, c'est 1,7 milliard d'euros qui sont reversés aux banques au titre des intérêts de cette dette. C'est donc 1,7 milliard d'euros qui est directement ponctionné dans les poches de vous tous et qui est reversé aux banques. Et ça, c'est niais, ça doit être réinvesti dans le réseau. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui est la question du statut. Et bien le statut, moi je peux vous dire, il n'est pas si bien que ça. Déjà d'une part parce qu'on a du mal à recruter. Vous voyez, si c'était si bien que ça, on trouverait beaucoup plus de monde. Bizarrement, les enfants de députés, ben, ils ne veulent pas rentrer à la SNCF. Et puis surtout, c'est un gage de qualité et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand on a du matériel défectueux, quand on veut nous obliger à faire quelque chose, on est capable de dire non, ce n'est pas sécuritaire, je ne vais pas prendre ce risque-là. Parce qu'en effet, on n'est pas soumis au licenciement économique. Et ça, je peux vous dire que dans n'importe quel grand groupe, ça devrait être une obligation. C'est pas normal que des grands groupes font
font des milliards et des milliards de bénéfices, prennent des subventions à travers le CICE, et pour autant licencient des milliers d'emplois comme ce qui est en train de se faire à Carrefour. C'est dégueulasse. L'ouverture à la concurrence, bon, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont pour ici, enfin j'espère, mais ne rêvez pas, l'ouverture à la concurrence, ça va être quoi? Le même réseau, les mêmes bonhommes, puisqu'on veut nous imposer de partir dans les entreprises qui vont remporter les marchés, et le même matériel, mais avec une notion très différente, c'est la notion de rentabilité. Parce qu'une entreprise privée, quelle qu'elle soit, même si elle a des notions de faire du service public, de la délégation de service public, elle gardera toujours en tête cette notion de rentabilité, alors que le service public n'a pas cette notion à faire rentrer dans l'action. Donc voilà ce que ça va être la concurrence. Ça ne va rien apporter du tout. Et on l'a vu pour toutes les entreprises qui ont été ouvertes à la concurrence, qui ont été privatisées. À chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Dumping social entre les salariés. Et surtout, hausse des prix pour les usagers, ou devrais-je dire plutôt les clients, puisque les usagers deviennent clients. Et à chaque fois, ça a été eux qui ont été les grands perdants. Par contre, les grands gagnants, eh ben, ça a été les grands groupes, ça a été les actionnaires, parce qu'eux, ils ont pris un max de pognon. Leur but, c'est quoi? C'est nationaliser les pertes, et par contre, privatiser les profits. Parce que le privé n'ira pas sur les petites lignes qui sont vouées à être fermées, n'ira pas sur les axes qui ne rapportent pas d'argent. Et d'ailleurs, dans le projet de loi, c'est marqué tel quel. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul axe qui rapporte réellement d'argent, c'est l'axe Paris-Lyon. Et bien, bizarrement, dans le rapport Spinetta, c'est le seul axe qui est mis en avant et sur lequel il est marqué noir sur blanc qu'il ne doit plus y avoir de tarif maximum, notamment sur la seconde classe. Donc ça va être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Je peux vous dire que vous avez payé cher. Le pass Navigo, il était à 70 €. Mais Mère Pécresse, elle a fait passer à 73. Je peux vous dire que vous allez le payer vachement plus cher d'ici quelques années. Et d'ici, ouais, même 75. Désolé, je suis cheminot, je ne paye pas le train. Donc, alors certes, pour témoigner de notre lutte, qui est à son début, on est parti pour une longue lutte, alors très particulière, très atypique, puisque on est parti sur le moment en tout cas, sur un modèle de 2 jours tous les 5 jours. Alors dans les médias au départ ils expliquaient 2 jours par semaine, donc vous allez voir, il va y avoir des grèves les lundis, mardis, les mercredis, jeudis, les samedis, dimanches, ça va être un peu folklorique. Mais c'est tout simplement qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les cheminots, ça fait 4 ans qu'ils ont un gel des salaires, et puis ça fait 4 ans qu'on leur fait un peu les poches en leur supprimant notamment des accords locaux voilà, qui nous permettaient d'avoir un petit peu plus d'argent. Et donc aujourd'hui on a du mal à tenir dans le temps. Mais ça je pense que n'importe quel salarié en a conscience et peut s'en rendre compte quand il rentre dans un conflit dur. Et nous ce qu'il nous faut c'est tenir dans le temps. Parce que la grève passive on l'a. Aujourd'hui on n'est à plus, alors ne vous inquiétez pas, la télé vous annonce 25%. Vous pouvez rajouter facile 10 points, et puis surtout, il y a pas mal de cadres qui font un petit peu grève, mais aux cadres, je vous rassure, ils ne le font pas. Par contre, ceux qui sont la vraie richesse de l'entreprise, ceux qui font tourner la boutique, c'est les cheminots de terrain, et eux, ils sont massivement mobilisés. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez pas de train. Donc, je peux vous dire que nous, on est terminé. La grève massive, la grève dure, et surtout la grève d'usure. Et je peux vous dire, ils espèrent tous que ça va durer maximum 3 mois, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de place sur le calendrier pour mettre juillet-août, parce que on va sûrement pas avant d'être cheminot, avant d'être électricien, avant d'être travailler dans les EHPAD, d'être dans les hôpitaux, on est tous salariés, on fait tous partie d'une même société. Et cette société-là, il faut qu'elle change aujourd'hui. Parce qu'on est en train de s'entretuer à travers de la concurrence. On est nous-mêmes concurrents entre nous-mêmes. Et ça doit s'arrêter. Au contraire, on doit être solidaire. C'est ça les fondements de notre société. C'est d'être solidaire entre nous. C'est sûrement pas d'être concurrent, se raqueter entre nous, de dire bah ouais mais lui il a moins que moi, alors il faut que lui aussi il a moins. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces réflexions? C'est pas possible, il faut que ça change. Et à chaque fois, c'est les mêmes qui gagnent. Et ça doit changer. Donc on doit tous s'entraider, on doit tous se serrer les coudes, et on doit tous se battre pour une même chose, pour un vrai service public, pour une vraie... Voilà, comme dans les hôpitaux, on vient pour se faire soigner, mais on n'est pas juste un numéro, on prend un ticket, ça dure 10 minutes et basta. Non, on
on doit prendre le temps de s'occuper de nous. Donc voilà, c'est tout ça qu'on vient défendre. La convergence des luttes, ça fait des années qu'on en parle, pourtant on n'y arrive pas. Mais je peux vous dire que les étudiants, ce qui est en train de se passer, c'est très grave, parce que beaucoup vont se retrouver sur la touche. Le combat des cheminots, il est hyper important. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y aura un avant et il y aura un après. Et moi, je me rappelle, j'étais tout petit, vous voyez, j'ai 29 ans, donc 95, voilà, j'entre au CP, je commence à apprendre à lire. Mais je me rappelle de Juppé, de la gueule de Juppé. Voilà, il était droit dans ses bottes. Ça me rappelle Édouard Philippe. Et puis, il a voulu négocier au bout de 14 jours. Et puis, au bout de 21 jours, il a sauté. Et après, les gouvernements, pendant 8 ans, ils nous ont foutu la paix. Alors, si on ne veut pas être emmerdé l'année prochaine avec les nous, on se bagarre pas pour que ceux qui ont un statut le perdent. On se bagarre pour ceux qui sont femmes de ménage, qui sont auxiliaires de vie sociale, qui sont des précaires, gagnent un statut. Justement, puisqu'on parle de femmes de ménage, on accueille Mirabel de la CNT Holiday Inn et Nathalie, Catherine, pardon, des EHPAD, c'est ça, de la PHP en tout cas. Moi, je sais pas trop. Ça fait. Bonsoir, je suis Mirabel Vincent de la CNTSO, représentante de la CNTSO. Gréviste à l'hôtel Holiday Inn. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Il aurait fallu que je fasse 4 mois de grève pour être dans cette salle. Je tiens à dire, si nous, les femmes de chambre, les gouvernantes, les équipiers, les plongeurs de l'hôtel Holiday Inn Port de Clichy pour la société Émirat, nous avons passé 4 mois dehors, tout simplement parce qu'on avait besoin de 2 jours de repos, c'est-à-dire que des revendications basiques, 2 jours de repos, le panier repas, et cesser le travail à la tâche. Nous avons réussi à faire plier le groupe, le grand groupe intercontinental, qui au bout de 5 ans, et nous avons eu tout ce que nous avons comme revendication, c'est-à-dire ne plus travailler à la tâche, la cadence, diminuer la cadence des femmes de chambre, avoir un panier repas qui depuis 11 ans on ne l'avait pas et qui est à 7,14 € par jour, faire éliminer la clause de mobilité qui était pour nous une sorte de licenciement, d'un licenciement déguisé. Si nous avons obtenu tout ça après 111 jours, en sachant que nous ne étions que 12 grévistes, je me dis, les cheminots qui sont si nombreux, qui sont mieux structurés que nous, qui ne sont pas comme nous, c'est-à-dire sur tous les plans, qui ont l'habitude de revendiquer. Nous, c'était peut-être notre première lutte, mais nous avons quand même réussi à faire plier ces gens-là. Donc, les cheminots aussi arriveront à plier le gouvernement Macron. Et nous, les salariés de la sous-traitance, nous sommes de tout cœur avec ces cheminots-là. Nous soutenons la lutte. Nous, comment je peux dire, nous participerons à toutes les luttes, à toutes les réunions qui peuvent aider ces cheminots à retrouver leurs droits qu'ils sont en train de vouloir perdre. Merci beaucoup.
infirmière et syndicaliste dans les hôpitaux, dans le 91. Et là, je suis venue vous parler des luttes des personnels hospitaliers, des luttes des EHPAD, qui sont des luttes qui, il n'y a pas un jour, on va dire, moi j'appelle ça les luttes invisibles, parce qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas une ville en province, en banlieue, où on n'a pas tous les jours une lutte des personnels hospitaliers. Là, bien souvent contre des plans de retour à l'équilibre financier, parce que ce gouvernement étrangle notre hôpital, parce que ce gouvernement, volontairement, avec le financement à la tarification, à l'activité, organise le déficit des hôpitaux en France. On est quand même à un déficit qui est à 1,5 milliard. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire sur les hôpitaux, c'est un petit peu comme la dette, hein, et fait payer à ces personnels qui font tourner les hôpitaux au quotidien ce déficit. Donc il n'y a pas un jour où on n'a pas de lutte des personnels. Et je voudrais aussi parler des personnels et des travailleurs sociaux, parce qu'ils se sont beaucoup mobilisés depuis le dernier trimestre 2017, avec des AG, notamment avec des manifestations, les travailleurs sociaux qui travaillent dans la protection sociale, mais aussi sur tout le médico-social. Et là, ce sont des petits établissements, des petites structures qui sont en grande difficulté, et ces travailleurs sociaux sont souvent très courageux pour pouvoir mener des luttes. Nous, on a recensé au niveau syndical, sur l'année 2017, 700 luttes sur tout le territoire national. C'est une grande chance, parce que la lutte des EHPAD, qui était vraiment la lutte invisible des salariés de la santé les plus précaires, ont été mises en lumière. Elles ont été mises en lumière parce que d'abord ces personnels exaspérés se sont mis en lutte. On a eu, et je crois qu'elle est là, la collègue des Opalines, hein, elle est dans la salle, je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'elle est là, parce que je l'ai vue tout à l'heure. Et les Opalines, symboliquement, elles ont lutté, et elles n'ont rien lâché, et elles ont gagné, ce qui montre qu'on peut gagner. Une lutte, c'est pas facile. On a l'impression que les salariés sont payés. C'est la petite musique qu'on entend. Hein. Mais la lutte, elle est difficile. On perd de l'argent. Et quand on est personnel hospitalier, elle est 2 fois plus difficile, parce que vous savez que nous, on a une obligation d'organiser le service minimum. Et oui, il y a nos patients qui sont là dans les lits. Donc ça veut dire qu'on travaille 2 fois plus, parce qu'on travaille, après on va sur le piquet de grève. Le lendemain, on essaie de s'organiser pour pouvoir se mettre en grève. Et puis le surlendemain, vous voyez, c'est aussi une grève perlée, mais nous, on a aussi à prendre en charge le service minimum. On a cette responsabilité-là autour des piquets de grève, et on n'a pas la possibilité de bloquer. Donc notre seule chance dans nos luttes, c'est d'une part qu'ils soient mis en lumière, qu'on ait la chance d'avoir un média qui passe, tiens, parce que ça va bloquer aux urgences, comme ça a été fait par exemple aux urgences de Toulouse, comme c'est fait à l'heure actuelle sur les urgences aux hospices civils de Lyon, puisque la lutte a démarré aux urgences des hospices civils de Lyon et Édouard Herriot, qui est un CHU où il y a 4000 personnes, et ça s'est étendu petit à petit à l'ensemble des gros hôpitaux, la Croix-Rousse, après le Vinatier, et là maintenant, ils ont même attaqué en dehors de la fonction publique hospitalière, puisqu'on a l'hôpital Saint-Joseph, qui est un hôpital privé, mais à but non lucratif, qui est rentré aussi en lutte. C'est un exemple, vous voyez, quand il y a une dynamique, hein, et ben, on arrive à gagner d'autres établissements. Donc, la difficulté qu'on a, nous, personnel hospitalier, personnel des EHPAD, personnel de la santé en général, c'est que quand on fait une grève, on n'a pas la possibilité de bloquer. Donc, notre seul soutien, c'est la mise en lumière. C'est aussi d'avoir un relais, et on a eu des relais, il faut le dire, on a nous la chance d'avoir la seule députée à l'Assemblée nationale qui est aide-soignante. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une seule.
il y a quelques insoumis qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, elle a porté cette lutte et elle a notamment participé à la mission Flash. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais on a pu l'expliquer et on a gagné un certain nombre de choses à travers cette mission Flash, d'autant qu'elle est arrivée en même temps que les 2 grandes journées d'action qui sont historiques quand même dans les EHPAD. Le 30 janvier, ça a été une manifestation avec un taux de grève dans ces établissements très suivi, historique, et après, donc la 2e journée qui était le 15 mars. Et ça va continuer, puisqu'il y a d'autres propositions qui sont faites de lutte sur les EHPAD. Et la dernière chance pour nous, et ça s'organise, et surtout sur le territoire, et en particulier en zone rurale, mais aussi en zone urbaine, c'est d'avoir des citoyens, des usagers qui relaient nos combats. Et on a notamment des collectifs de défense d'hôpitaux, on a des coordinations de vigilance, comme par exemple à Henri-Mondor, ou ces coordinations qui rassemblent des citoyens, hein, des militants associatifs, des élus, ils nous permettent de sortir des murs la bataille des personnels hospitaliers et de faire un lien avec la défense de l'hôpital public. Parce que l'enjeu derrière, c'est quoi? Et les camarades l'ont dit avant, hein, les cheminots l'ont bien dit, c'est le maintien, le développement, la protection, et non, nous, on est un petit peu les sentinelles, les personnels hospitaliers, du service public de santé, du service de proximité, qui est en train d'être détruit par ce gouvernement, partout, et en particulier dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines. Voilà. Donc moi, je voulais dire ça aujourd'hui, et puis je voulais vous dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est vrai, ça fait chaud au cœur de se retrouver là, plusieurs militants, plusieurs syndicalistes, plusieurs lutteurs aussi, ça fait chaud au cœur de se retrouver. Et ce qui est important, c'est aussi de se dire que dans notre secteur, et c'est le cas dans notre secteur aussi, mais dans notre secteur, on a été confronté à des burn-out et à des suicides, et en particulier à la PHP et à Toulouse aussi. C'est pas rien le passage à l'acte pour un soignant. Parce que normalement, quand on est soignant, on est là pour sauver des vies. On n'est pas là pour souffrir, pourquoi nous mettre fin à sa vie, de se faire violence. Et ce qui, aujourd'hui, à mon avis, est le déclic, qui fait qu'il y a une dynamique qui peut se déclencher, c'est que nos métiers sont mis à mal. Et que le sens de notre travail, c'est pour ça qu'il y a souffrance au travail, et c'est pour ça qu'il y a pénibilité, c'est pour ça qu'il y a burn-out. C'est pas parce que les conditions de travail se sont dégradées. Nous, on a connu, pour les plus anciens, des conditions de travail difficiles. C'est parce qu'il n'y a plus de sens à notre travail. On a perdu le sens de notre travail. On est dans un cadre comptable, gestionnaire. On nous demande d'être rentable au niveau des soins. Nous, on n'a pas fait ce métier pour, par exemple, quand on est en psychiatrie, faire de la contention ou de la sédation. C'est pas ça, on n'a pas fait ce métier en psychiatrie pour faire ça. On n'a pas fait ce métier pour que nos patients attendent plus de 10 heures dans les gros centres hospitaliers aux urgences parce qu'il y a 250 passages par jour et que les urgences sont complètement engorgées. Et on n'a pas fait ce métier pour faire sortir le plus vite possible nos patients qui ont des maladies chroniques, comme par exemple des insuffisances rénales, des diabètes ou des problèmes cardiaques, qui sortent vite de l'hôpital et qui reviennent après parce que ça fait du chiffre. Nous, on a fait ce métier pour les éduquer, les accompagner la famille, voir si on avait une infirmière pour quand il reviendra à domicile pour faire la piqûre d'insuline, on a fait ce métier pour ça. Et ça c'est de la souffrance. Et on le retrouve dans de nombreux métiers, et en particulier dans les missions de service public. Voilà. Donc, écoutez, là, il y a une dynamique. Débattu le rapport d'information sur les EHPAD. Donc la députée, c'est Caroline Fiat, il faut la citer parce que c'est elle qui a porté ce travail au mouvement. Je voudrais mentionner deux choses.
La première chose, c'est que dans ce rapport, il apparaît très clairement, c'est marqué noir sur blanc, et avec une députée de la majorité, Monique Iborra, qu'il y a de la maltraitance institutionnelle dans les EHPAD et qu'elle est due au sous-effectif. Et la réponse à ça, la ministre, c'est la France n'a pas les moyens budgétaires. C'est ça. Alors qu'on sait que la France a les moyens budgétaires pour l'ISF et tout ça, je ne vous la fais pas en long lâche à travers. La deuxième chose que je veux signaler, c'est que les ministres, le gouvernement, les puissants, on les a en première ligne, on les voit de près, on les entend de près. Et je peux vous dire qu'ils ne nous parlent pas du tout de la même manière. Et ils ne nous parlent pas du tout de la même manière des problèmes du pays lorsqu'il n'y a rien qui se passe et lorsqu'il y a des manifestations. La question des EHPAD, elle était écartée, balayée au départ avant que Anne-Sophie, qui se trouve elle aussi dans la salle, vous pouvez l'applaudir aussi, Anne-Sophie. À l'été, il n'y avait pas de problème dans les EHPAD et il n'y avait pas de problème dans les hôpitaux psychiatriques. C'était la réponse du gouvernement. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils apportent les solutions, mais on peut dire au moins que, je vous assure qu'ils ne parlent pas de la même manière, comme il y a une manif, comme celle qui a eu fin janvier, comme il y a celle qui a eu en mars. Ils ne parlent pas de la même manière. Ça veut dire que ça s'appelle quelque chose, ça s'appelle le rapport de force. Et vous avez construit le rapport de force. On a parlé tout à l'heure de Carrefour, on accueille Zora de Carrefour. Je sais pas où c'est. Ah, pardon, excuse-moi. Bonjour à tous, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde, donc merci pour l'écoute déjà, parce que c'est important. Donc moi c'est Zora, je suis déléguée syndicale CGT chez Carrefour. Plus précisément dans la région parisienne à Sevran. Donc je pense que vous avez tous entendu dans les médias la grève historique qu'il y a eu sur les magasins Carrefour. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi de ça. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours eu des grands patrons qui mangeaient bien, qui buvaient bien, et on avait des salariés qui touchaient un ticket de resto à 4,35 € chez Carrefour. Voilà, parce qu'on pense que chez Carrefour, on gagne bien. On a un peu l'image de dire que ça se passe bien chez Carrefour. Non, non. Chez Carrefour, le ticket restaurant, il est à 4,35 €. Vous imaginez une caissière déjà qui ne gagne pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a un nouveau PDG qui est arrivé qui s'appelle Monsieur Bompard. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît, Monsieur Bompard, mais anciennement FNAC, financier, on n'ira pas jusque-là, mais bon, voilà. Donc, ce Monsieur Bompard est arrivé chez Carrefour et puis il a voulu déjà tout changer. Donc, il a dit plan de restructuration, on change tout dans les hypermarchés, dans les carrefours. 2400 suppressions d'emplois au siège, à peu près 5000 avec les locations-gérances qui vont arriver pour les magasins. Et derrière, une participation pour les salariés qui arrivait à 50 €. Quand on sait que Carrefour a reversé 356 millions d'euros de dividendes aux actionnaires. Alors là, vous allez vite comprendre que les salariés déjà qui ont un statut très précaire chez Carrefour avec des salaires très bas, mais vraiment très bas, parce que le 35 heures chez Carrefour, il est rare. Aujourd'hui, chez Carrefour, le 35 heures, c'est la caissière qui est là depuis des années. Voilà, c'est celui-là le 35 heures. Parce que quand vous passez à la caisse, si un jour vous avez l'occasion de passer en caisse chez Carrefour, vous demanderez à la caissière quel contrat est là. Elle va vous dire qu'elle a 20 heures, qu'elle a 30 heures, mais qu'elle n'a pas de 35 heures. Voilà, on crée la précarité chez Carrefour aujourd'hui. Donc quand on a des bas salaires, et qu'en plus derrière Carrefour vous reverse une participation de 50 €, même si nous la CGT on n'est pas forcément sur la participation, on est bien sûr sur les salaires avant tout, parce que le salarié ne regarderait pas les 50 € comme un complément de salaire, mais il les regarderait en disant bah ça c'est une prime, c'est un bonus, parce que je le mérite, parce que c'est mon travail qui crée les richesses, et c'est grâce à moi que les Carrefour gagnent de l'argent. Ce serait autre chose, sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez des salaires de 800 €, de 900 €, de 1100 €, bah aujourd'hui, vous n'avez pas de quoi vivre, donc c'est difficile. Et là, quand vous avez une participation qui tombe à 50 € et que vous savez que là-haut, on a touché 356 millions d'euros, c'est du mépris qu'on a de nos salariés. Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase chez les salariés. Ils en avaient déjà marre, mais là, ça a été la totale. Effectivement, c'est très difficile de mobiliser. J'entends les camarades.
C'est très difficile déjà quand on a des bas salaires de dire aux camarades d'aller dire bah, salarié, il va falloir perdre une journée parce que là aujourd'hui il faut aller au combat parce que aujourd'hui ce qu'on nous met dans la gueule, il faut dire merci aussi à celui-là qui est là-haut, c'est Macron. Parce que les ordonnances, elles ont permis de faire ce qu'ils veulent aux patrons, ce qu'ils veulent. Et dans les plans de restructuration, et tout le reste. Les salariés à Carrefour, en tout cas, aujourd'hui, ils ont des difficultés en termes de conditions de travail, en termes de salaire, en termes de... Enfin, tout ce qui peut toucher atteinte aux salariés, aujourd'hui, le subissent de plein fouet. Aujourd'hui, les ordonnances Macron vont leur donner encore moins d'espoir, ils vont être encore plus attaqués par le patronat. Donc aujourd'hui, samedi, on a tous décidé de se mobiliser. Il faut savoir qu'avant ça, on avait déjà fait des actions. La CGT, elle a été d'un côté, FO a été d'un côté, la CFDT a été d'un côté. Il n'y a eu aucun résultat. Chacun de notre côté, chacun des syndicats, quand il a appelé à la grève, il n'y a pas eu de résultat. C'est-à-dire, ils ont sorti quelques salariés. Mais le jour où on a décidé de dire maintenant on va faire une intersyndicale, le jour où on a dit qu'il va falloir qu'on soit fort face au patron, parce que c'est pas chacun de notre côté qu'on va y arriver, ça va être ensemble qu'on va le faire. Et à partir du moment où on a dit ok les gars, on y va, on va faire une intersyndicale malgré nos divergences, parce qu'on en a hélas, dans toutes les entreprises, il y a des divergences entre les syndicats, effectivement. Mais là on est là avec l'attaque du salarié et c'est la fonction première du syndicat, c'est d'être là, pour le protéger. Donc aujourd'hui, on a tous décidé de faire une intersyndicale. Et à partir du moment où on a décidé de faire l'intersyndicale, on l'a préparé pour le 31, et je crois que vous avez tous entendu à la télé le succès que ça a pu être. Voilà. Parce que les salariés, c'est ce qu'ils attendaient de nous. Nous, syndicats, ils attendaient l'unité. Voilà. Parce que l'unité des travailleurs, c'est celle-là qu'il faut qu'on vise. C'est l'unité des travailleurs. Aujourd'hui, on doit être fort face au patronat. Parce que le patronat, lui, il est fort. Il a les moyens de l'être. Mais nous, les salariés, c'est nous les créateurs de richesse. C'est nous qui donnons pour que ces gens-là puissent manger tranquillement dans leur yacht et compagnie. Mais c'est notre travail qui fait que. Et c'est pas normal que nous, on a des tickets à 4,35 € ou éventuellement des bas salaires comme on l'a. Parce qu'il faut voir les conditions dégradantes qu'il y a dans la grande distribution dans sa généralité. C'est très dur. On pense que Carrefour, c'est une grande entreprise, on y vit bien, on est les meilleurs employeurs du monde, enfin bref. Non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Passez à une caisse et il n'y a pas une qui vous dira, elle vous dira jamais « Ah mais moi je suis heureux chez Carrefour ». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, merci Macron, on va avoir le travail du dimanche qui va arriver. Le travail du dimanche. Maintenant, on nous a demandé d'ouvrir tous les dimanches. Mais quand est-ce que le salarié vit? Quand est-ce qu'il vit? Quand est-ce qu'il vit aujourd'hui? On va aller du lundi au dimanche et du dimanche au lundi au travail. Et nos horaires, on ouvre le matin à 8h30, on ferme à 21h. Voire 22h pour certains magasins. Donc imaginez la longueur, les coupures, parce qu'on met des coupures aux étudiantes, on met des coupures, voilà, ces étudiants qui sont aujourd'hui, et je rejoins les camarades étudiants qui étaient là, aujourd'hui les étudiants, ils survivent aujourd'hui, ils survivent. Nous on le voit chez Carrefour, avec les bas salaires qu'ils ont, les contrats qu'ils ont, ils font des heures, même avec le peu d'heures qu'ils font, ils n'arrivent pas à suivre, Ou à un moment ils sont obligés de lâcher leurs études, ou éventuellement derrière, et ils décident de travailler avec Carrefour parce qu'il faut de l'argent, parce qu'à un moment, dans la vie, on doit partir, parce que les parents, ils ne peuvent pas toujours tout assumer. Voilà, il faut qu'ils travaillent un peu plus pour gagner plus. Mais c'est beaucoup plus pour gagner le peu qu'ils peuvent gagner aujourd'hui. Parce que chez Carrefour, et je pense que dans d'autres enseignes, je ne parle pas que chez Carrefour, mais dans d'autres enseignes, voilà, aujourd'hui, on a le travail de nuit qui va être majoré. On fait tout pour créer, qu'on accepte de travailler les dimanches et qu'on travaille les nuits. Voilà. Et aujourd'hui, je vous ai dit, Macron, il va nous tuer un petit peu plus, nous les salariés, nous les gens d'en bas, entre guillemets, ceux qui travaillent tous les jours, du matin au soir, et on va continuer à travailler comme ça. Et aujourd'hui, samedi, on a montré en fait la possibilité des salariés de s'unir. On a vu l'unité des travailleurs dans leur ensemble, en intersyndicale, voilà, on était tous dans la convergence des luttes. Et ça a été important. Ça a été dur au début, mais ça a été important. Parce que là, on a vu l'effet que ça a mené. C'est la convergence des luttes, la solution aujourd'hui. C'est pas d'aller chacun de son côté pour aller dire tiens, c'est la CGT, tiens, je suis de la CGT, j'adore la CGT, tiens, je suis défaut. Mais aujourd'hui, face au patronat et face au loi Macron, face à tout ce qui nous tombe sur la gueule, il va falloir qu'on s'unisse. Il va falloir qu'on s'unisse et qu'on arrête avec nos dimanches.
m'empêcher. Au moment où il y a eu l'annonce de plan de licenciement chez Carrefour, la une du Parisien était montrée à Alexandre Bompard et le titre c'était, j'ai pas appelé malheureusement, j'y ai pas pensé, l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Au moment de la suppression de 2400 emplois, il va y avoir un projet de loi sur les fake news. J'espère que ça va tenir compte de ça aussi. Parce que à qui appartient le Parisien? À Bernard Arnault. À qui appartient Carrefour? À Bernard Arnault. Donc on voit très bien l'intérêt immédiat qu'il y a pour la presse d'Arnault d'annoncer que c'est l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Je me suis amusé comme ça, quand on est sur Bernard Arnault, vous savez que ça peut être long. Mais je vais pas être long. Plus 30 milliards d'euros l'année dernière, passé 4e dans le classement Forbes. J'ai comparé ça au salaire des employés de Carrefour. C'est 1,5 million d'années. Il faut imaginer une caissière, depuis l'âge des cavernes, qui passe sur sa chaîne les articles pour arriver à une année de salaire de Bernard Arnault. On nous dit les 50 € de participation. Je reviens à ma ville, Amiens. Suppression de l'usine Whirlpool. Que propose Whirlpool? D'offrir un sèche-linge et un sèche-linge bas de gaz à ses salariés. Ça veut dire qu'ils n'auront de rien. Ça veut dire que si on ne se bagarre pas contre eux, ils seront sans scrupules et ils se permettront tout. Je vais laisser la parole à Laure de Greenpeace. Et moi, je suis vachement fier qu'au-delà des luttes comme ça, on puisse aborder la question environnementale et puisse y avoir des associations qui se mettent. Effectivement, en ce moment, il y a des grosses discussions qui ont lieu au sein du gouvernement. Il y a un projet de loi qui fait moins de bruit que celui sur l'asile et l'immigration, mais c'est un projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation. Et ce projet de loi, il vient d'où? Aujourd'hui, il y a une crise agricole, une crise de l'élevage, il y a des crises qui s'enchaînent depuis des années et que le gouvernement n'arrive pas à enrayer. Donc l'été dernier, Macron a lancé ce qu'on appelle les États généraux de l'alimentation, sur une idée de Nicolas Hulot. Ces États généraux de l'alimentation, le but c'était de réunir tous les acteurs du secteur agricole et alimentaire, de la grande distribution, à la FNSEA, aux associations, aux représentants agricoles comme la FNSIVAM ou la Confédération paysanne. Sauf qu'il a voulu faire ça, c'est un peu comme tout ce qu'il fait en ce moment, enfin tout ce qu'il fait depuis le gouvernement, il a fait ça vite fait, mal fait. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à devoir se battre en tant que représentant de la société civile pour ne serait-ce qu'assister aux discussions. Il y avait un grand nombre d'ateliers, de discussions, où il n'y avait même pas un siège ouvert aux associations environnementales, aux associations de santé environnementale, aux associations de solidarité internationale. Il a fallu se battre pour discuter de la question de l'impact des exportations de la France à l'étranger sur les pays du Sud. Une question qui a à peine été abordée, et finalement pas traitée. Et finalement, il est sorti des conclusions, pas assez ambitieuses à notre goût, mais quand même, il est sorti des consensus entre les parties prenantes. Ça, c'est la première fois que ça arrivait à un tel niveau et au niveau national entre tous ces acteurs. Et le gouvernement s'est engagé à mettre tout ce qui faisait consensus en place. Et donc, il a sorti trois jokers de son chapeau, mais en gros, le gouvernement a décidé de mettre en place un projet de loi. Le projet de loi, il a été communiqué le 31 janvier, il est vide, il est creux, il manque totalement d'ambition. François Ruffin travaille dessus en ce moment avec d'autres députés. Et aujourd'hui, on se bat tous ensemble pour essayer de l'amender, de l'améliorer. Sauf que, quand il y a des discussions, notamment en commission développement durable, le gouvernement s'oppose systématiquement à toutes les mesures qui sont intéressantes sur le plan de la durabilité, de l'éthique, d'une alimentation plus saine et meilleure pour le climat, finalement. Donc en gros, le gouvernement est en train de se désengager de toute mesure sérieuse qui pourrait être prise au niveau législatif. La deuxième chose le deuxième axe de travail qu'il a tiré de son chapeau sont les plans de filière. Il a demandé à la filière semences, la filière bovine, la filière fruits et légumes, etc. de présenter au gouvernement un plan d'action, un plan pour la transition écologique. Si quand vous demandez à la filière semences de mettre en place un plan d'action pour la transition écologique, c'est comme demander à Monsanto de supprimer les pesticides.
Autrement dit, il n'y avait pas grand-chose dedans. Alors il y a certains plans de filière qui ont quelques éléments sur lesquels on ne peut pas cracher. La filière bovine, par exemple, a quelques mesures pour réduire l'impact sur le changement climatique de sa filière, mais c'est clairement insuffisant. Donc on ne peut pas compter sur les filières aujourd'hui pour enclencher et activer réellement la transition écologique. Et ensuite, il y a un troisième volet, c'est les plans thématiques. Les plans thématiques, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez le plan Éco-Phyto. C'est un grand plan que le gouvernement a lancé en 2008 en disant d'ici 10 ou 15 ans, on veut moins 50% de pesticides en France. 10 ans après, on n'est pas à moins 50%, on n'est pas à moins 5%, nous sommes à plus 22% au niveau national. Et aujourd'hui, il est en train de répéter ce type de schéma, ce type de plan, et il veut faire la même chose pour la bio, pour la restauration collective, pour le commerce équitable, etc. Et un exemple, je vais finir sur un exemple très concret, c'est la bio. C'est le développement de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, elle est en plein essor. Les consommateurs demandent du bio. Aujourd'hui, les agriculteurs se convertissent vers le bio. En 2016, c'était 21 fermes chaque jour qui se convertissaient. Pour des raisons environnementales, pour des raisons économiques également. Sauf que le gouvernement, comme pour tout le reste, il se désengage. Il considère que c'est une filière qu'on ne devrait pas soutenir. Donc il réduit les aides, il en supprime une partie. Et au lieu de créer une loi et de mettre un montant financier adéquat, qui a été estimé par la Fédération nationale d'agriculture biologique à plus de 800 millions d'euros, il n'investit rien. Et aujourd'hui, on en est là. On en est à un désengagement systématique de l'État sur les questions agricoles et en partie sur les questions alimentaires, de durabilité, d'engagement envers l'écologie, l'environnement et le climat. Et si on continue comme ça, on sera très loin de respecter l'engagement de Paris pour rester en deçà de la barre des 1,5 degrés. Voilà, heureusement, il y a la société civile qui se mobilise. On est plus d'une cinquantaine d'organisations, d'ONG environnementales, mais également de plateformes, d'acteurs agricoles comme la FNCIVAM et la Confédération Paysanne, mais également des organisations comme Foodwatch qui surveillent la santé environnementale, FNH, FNE, WWF. Tous ensemble, on se réunit pour ensemble se mobiliser et faire pression sur le gouvernement pour améliorer chacun des axes de travail que je viens de citer. Et là, tous ensemble, on devrait y arriver. Et là-dessus, on a vraiment besoin de vous. Ça passe par une mobilisation sur les réseaux sociaux. Les députés sont sensibles aux réseaux sociaux, donc il ne faut pas hésiter à se mobiliser. Et ça passe bien évidemment par une mobilisation dans la rue. Merci. On va accueillir Saya Baroun, des chauffeurs VTC anti-Uber. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis chef d'entreprise. C'est ici qu'on prend les dividendes, François? J'ai 5 minutes, c'est ça? Ok, je m'arrête parce que je peux être limité. L'ubérisation pour nous, c'est quoi? Avant, on était donc des salariés de sociétés dites de grande remise. Donc on était tous des salariés, entre guillemets, des chauffeurs de luxe. Donc il y avait la partie taxi et il y avait les chauffeurs de luxe. Donc on était bien plus cher que les taxis. Uber a débarqué avec sa technologie magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. On était tous payés à l'heure à rien faire. Ils ont débauché les salariés en leur disant « Écoute mon gars, mets-toi patron, je vais te payer à rien faire. Tu vas te gaver de fric. » Et effectivement, les premières années, les chauffeurs tournaient tous à 3, 4, 5 000 euros net de salaire. Et là, je parle bien de salaire, non pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires tournait à 12, 13, 14, 15 000 euros par mois. Avec le temps, en fait, puisque ce n'est pas régulé, ils ont fait entrer des milliers de personnes, parce qu'il y avait quand même des soucis avec les taxis, et on s'est retrouvé aujourd'hui à bosser pour 4 euros. Ce qui est scandaleux là-dedans, c'est que 60 à 70% des VTC actuellement ne déclarent pas leur revenu. Donc ils ne gagnent pas 4 euros de l'heure puisqu'ils oublient de payer la TVA, ils oublient de payer pas mal de choses. Donc on a affaire à un modèle économique où il y a des milliers de chauffeurs qui rentrent, qui ne déclarent pas leur revenu puisqu'il n'y a pas moyen d'en vivre, et qui sont soulevés un par un par le fisc, etc., et qui sont dégagés. Moi, l'objet un peu de ma venue ici, c'était pour prévenir quand même tout le monde qu'il va falloir se battre pour protéger les acquis des vieux Français qui étaient là avant nous, qui ont créé justement ces acquis-là, parce que c'est très important. Et aujourd'hui, je veux dire, je suis
h du matin, mais hier. Je suis arrivé de Monaco ce matin, je suis parti en course, je suis revenu, j'ai pas encore dormi, je vais rentrer ce soir, à mon avis les gamins, je vais juste les croiser, je vais tomber comme une masse. L'ubérisation, c'est du 60 à 70 heures par semaine tout le temps pour 1 000 € net par mois. L'hygiène alimentaire, on oublie, on n'en parle pas, c'est une catastrophe. L'hygiène de sommeil, on oublie. L'hygiène de couple, vous pouvez oublier. La plupart des VTC restent 1 an dans le système et ils sont bons. Soit il y a un problème de santé, soit il y a un problème de couple, soit financièrement ça ne tient pas. Aujourd'hui, on a des milliers de pseudo-patrons. Il y a eu quelques temps, j'ai rencontré un chauffeur qui me dit bah non, vous racontez des conneries avec vos manifs, etc. Moi, j'étais chauffeur poids lourd avant, c'était la misère, les 50 heures par semaine. 3 mois plus tard, tu n'as vu ce que c'était que le RSI, l'URSSAF, la TVA, la comptabilité à gérer. Et quand il a commencé à comprendre son hygiène alimentaire, de sommeil, de vie, de couple et tout ça, il m'a dit je retourne dans le poids lourd en courant. Parce que j'ai une sécurité derrière. Aujourd'hui, on a des chauffeurs VTC avec le pied gauche dans le plâtre, ils continuent à bosser. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de sécu, il n'y a aucune protection. Aujourd'hui, le chauffeur, quand il veut arrêter, il doit payer à peu près 1 000 € pour fermer sa société, et il n'y a pas de chômage derrière, parce que c'est un méchant patron. Moi, je ne me considère pas comme un méchant patron, on est des petits artisans, on a cru à un système, c'est une arnaque pure et dure, il va falloir vous préparer à ne pas tomber dans le piège. Maintenant, nous, c'est la partie visible. C'était le numérique, c'est venu, c'est des millions de numérique, mais derrière, il y a de l'esclavage pur et dur. Mais tout ça, ça existe depuis quand même un moment. Avant d'entrer, moi, dans le VTC, j'ai bossé aussi chez La Poste. Chez La Poste, dans une grosse centrale, on va dire à Vissou, le directeur il avait donc les salariés de La Poste, on peut dire un peu des cheminots. Eux, ils n'avaient pas l'obligation de porter toutes les caisses lourdes, nous aussi. Moi, j'étais payé 50 centimes le colis au black. Et le mec qui était mis là en tant que gérant de paille, sous-traitant de La Poste, on était 3. Donc il y avait une partie, c'était des gars, on va dire entre guillemets, avec un chef de banlieue. Il y en avait un groupe, c'était un groupe de malgaches et un groupe d'asiatiques. Et le patron, le big boss de La Poste, était au courant de toutes les magouilles, on était tous au black, et il avait nous d'un côté, une grosse partie, et de l'autre côté, les salariés purs de La Poste, dès qu'ils partaient, ou licenciement ou autre, ils étaient remplacés par des travailleurs précaires. La problématique aujourd'hui de ce nouveau mode de travail, on a créé le premier syndicat d'Europe pour les VTC, et c'est pratiquement, c'est très triste à dire, pratiquement impossible de fédérer les gens. C'est très difficile de fédérer des gens qui sont solitaires, égoïstes, derrière leur volant, qui pensent être patron de lui-même, mais qu'en fait il est patron de rien du tout. Donc on a tenté pas mal de manifestations, de mobilisations, des passages en force, la télé, etc. Et c'est très difficile de fédérer. Donc ma venue aujourd'hui, c'était de voir s'il était possible de faire un peu cette journée noire, cette semaine noire, s'il est possible de le faire avec les auto-écoles, peut-être les raffineries, peut-être les cheminots, etc. Les VTC, les auto-écoles. Qu'on a eu, que ce soit avec Elisabeth Borne ou ses prédécesseurs, dès qu'on les bloque avec toute l'argumentation qui est possible, à chaque fois, la seule phrase qui revient, c'est la fameuse phrase de Macron, ben ouais, mais les gars, vu vos sales gueules, vu d'où vous venez, vu le peu d'études que vous avez, après tout, bosser pour 4 € de l'heure pour Uber, c'est mieux que d'aller vendre de la drogue. Donc tu me prends pour un con. Ça, c'est une catastrophe. Maintenant, fédérer les gens, ça devient de plus en plus difficile. Il y a plusieurs professions qui font des mobilisations toutes seules, donc on leur crache un peu dessus. Médiatiquement, c'est très difficile de faire un truc solide. Ah, c'est des râleurs, ah, il faut chier à bloquer, etc. Je pense qu'on a plus à y gagner tous, mais même si on est un peu chacun de son côté au niveau des revendications, de faire 1, 2, 3, peut-être une semaine de journée noire pour tout le monde, afin d'essayer de faire comprendre la situation, parce que je crois que plus le temps passe, et plus on va perdre. Et s'il y a une phrase très costaud que je veux dire, c'est que si jamais on se fait tous ubériser, on aura affaire à des millions de Français ultra égoïstes, ultra solitaires, qui perdront de leur humanité, et ça c'est la pire des choses. Voilà.